Bonjour à toutes et à tous. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie pour redéfinir la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal et spécialisée dans le féminin. Et surtout, je suis maman de 3 petites filles. Bienvenue dans Matrescence. Je m'appelle Ella Maria Val, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. Comment on dit Jasmine? Yahi. Oui. Comment on dit Ella? Mia. J'ai une autre sœur. Comment on dit Juju? Chouchou. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Ce podcast a vocation à vous aider, vous le savez. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, vous êtes celui ou celle qui sait le mieux pour votre enfant, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez désormais faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. Mais c'est quoi ça en fait? Ça sert à quoi? Eh bien ça sert simplement à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois et en échange vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties. Rendez-vous sur www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Patreon, ça s'écrit Patreon. Et dernière information, avant de vous laisser avec l'épisode, si vous cherchez un épisode en particulier, rendez-vous sur le site du podcast www.lamatrescence.fr. Tout y est. Alors aujourd'hui, pour clore cette année 2022, je voulais prendre le temps de parler d'un sujet sensible. Pour beaucoup d'entre nous, comment traverser une période difficile quand on est en plein postpartum ou en tout cas quand on a des enfants. Parce que souvent dans ces cas-là, on n'a pas d'autre choix que d'être forte, je mets des gros guillemets, pour eux ou pour elles. J'écoute énormément de podcasts sur le développement personnel et je trouve que jamais les solutions proposées ne sont tout à fait envisageables pour les parents de très jeunes enfants qui ont, il faut le dire, un sommeil haché. Enfin, en tout cas pour ma part. Mais je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et en tout cas, la plupart des recommandations, je trouve, sont difficilement applicables avec des tout petits et le rythme, forcément, que ça impose d'avoir des enfants aussi immatures émotionnellement et même au niveau psychomoteur où on doit être tout le temps présent ou présente. Voilà, dans cet épisode, je vous embarque avec moi pour 5 petites astuces qui m'ont vraiment aidé à maintenir en partie la tête hors de l'eau quand je me suis retrouvée face à une situation personnelle très difficile. Je ne rentrerai pas dans les détails de ma situation, c'est pas du tout le but de l'épisode, mais je voulais quand même donner des petites astuces parce on m'a beaucoup demandé ça sur les réseaux sociaux et ça a eu vraiment un impact très positif sur moi dans les moments les plus durs. Je ne suis pas sortie encore de la tête de l'eau, évidemment. Je continue d'apprendre à vivre avec cette situation. Je m'excuse d'avance pour cette voix magnifique que j'ai. Comme beaucoup de gens, cette fin d'année, j'ai soit la grippe, soit le Covid, soit une bronchite, soit j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai une voix un petit peu éraillée. Mais ça fait partie de la fatigue accumulée dans une année. C'est normal, souvent le corps parle. Alors la première chose que j'ai faite, c'est un truc très très simple, qui est gratuit, quasiment, et qui est très efficace. J'ai pris un cahier et j'ai écrit. Voilà, c'est la toute première chose que j'ai faite. J'ai attrapé le premier cahier vierge que j'ai trouvé chez moi et j'ai écrit. Très drôle parce que le cahier que j'ai trouvé, le premier, c'était un Tagine Banane. Pour celles et ceux qui connaissent bien cette marque, qui a été fondée par une de mes très bonnes amies, Alison. Le cahier que j'ai est un cahier avec qu'elle m'avait offert pour la Saint-Valentin.
avec des positions du Kama Sutra sous toutes les formes, donc c'est très drôle comme cahier. Donc c'est mon carnet intime, je sais pas pourquoi j'ai choisi celui-là. Je crois que j'avais jamais vraiment fait ça avant. J'essayais de me souvenir si adolescente j'écrivais dans un carnet, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette pratique en anglais dans le milieu du développement personnel, on appelle ça le journaling. Et ben, en fait, moi, j'avais besoin de sortir les pensées qui m'arrivaient par milliers dans la tête, et j'avais besoin d'y trouver un sens. Comme je savais pas du tout par où commencer quand j'ai commencé à écrire, j'ai d'abord répondu à une question très simple. Comment je me sens? Et je devais décrire en 3 mots. Et donc, j'ai écrit tous les jours pendant les 3 premières semaines. À chaque fois, il y avait des mots différents qui me venaient pour expliquer mon ressenti. Et à partir de ces 3 mots, j'arrivais à écrire et à décrire la situation et à pouvoir sortir ce qui me passait par la tête sans filtre. C'est le but. J'ai été à cette période, et je le suis encore, très anxieuse. Et de voir les mots s'imprimer sur mon cahier, ça m'a aidé à faire baisser un peu la tension en moi. J'ai vu aussi tous les mots qui étaient communs et qui ressortaient souvent, et au fur et à mesure, j'ai vu l'évolution. Et j'ai relu d'ailleurs plusieurs fois mon journal depuis, et en fait, ça fait beaucoup de bien de voir cette évolution. Parce que les gens dans votre entourage, ils auront beau vous dire, quand vous vivez quelque chose de difficile, que ça ira un jour, que la lumière arrivera au bout du tunnel, que c'est une phase, que ça va passer. Oui, je pense qu'au fond de nous, on le sait toutes et tous. Mais quand on est dans le dur, c'est impossible à comprendre, c'est impossible à matérialiser, c'est impossible à envisager. Parce qu'il faut une période où on est dans cette difficulté, c'est normal. En revanche, en relisant moi mon journal, je voyais les mini-progrès, je voyais les rechutes, les moments d'espoir, je voyais les gros bads aussi. Et il y a des choses qui font mal quand c'est dans la tête, mais un petit peu moins sur un papier. Et je sais que l'effet que ça m'a fait de relire, c'est que ça m'a donné beaucoup d'empathie et de compassion pour moi-même. À me dire, mais ouais, mais à ce moment-là, il y a 3 semaines, tu savais pas ça, tu comprenais pas ça, t'avais pas encore découvert ça à propos de toi. Et c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup de mal à faire, d'avoir de l'autocompassion. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et finalement, de voir ce que j'avais écrit, ce que j'avais sorti, les peurs, les angoisses, les moments difficiles, donc, que j'avais écrit, ça m'a permis de prendre un tout petit peu de distance, et c'est ça que ça fait l'écriture dans un journal, c'est qu'on se met une distance entre les mots et ce qu'on peut ressentir, et c'est très important d'arriver à le faire. Après, il y avait un point, c'était quand est-ce que j'arrivais à faire ça. Évidemment, comme la plupart des recommandations dans les développements personnels, ça serait de le faire la première chose le matin. Soyons très clairs, moi c'est impossible avec 3 petites qui dorment sur moi, avec moi tout le temps. Le matin, j'ai 0 espace mental pour moi, donc c'est pas le matin que je peux le faire. C'est pas simple de trouver un temps à consacrer à l'écriture quand on a un job, quand on a des enfants ou quand on a une vie remplie. Donc, je le disais, impossible le matin. Moi, j'ai réussi à le faire régulièrement le soir, après le coucher, après avoir rangé. Et en fait, j'ai surtout instauré un rituel pour m'aider. Ce que je fais, c'est que j'allume une bougie. J'en ai une derrière moi, là. Je mets un faux feu de cheminée sur ma télé. Vous pouvez trouver via YouTube ou si vous avez Netflix, il y a un feu de cheminée. Donc, le bruit qui crépite et la flamme. Parce que j'ai pas de cheminée. Et je mets une playlist relaxante qui me fait du bien. Et en fait, là, à partir de là, j'arrive à écrire à peu près 15 minutes par jour. Ça n'est que mon exemple, ce n'est que ce que moi, j'ai réussi à faire. Chacun trouve son rythme. J'ai écrit aussi de plein de couleurs différentes. Et quand ça n'allait vraiment pas, j'ai remarqué que je choisissais toujours la couleur noire. Et quand j'avais un regain d'espoir, parce que j'allais mieux, j'étais apaisée, et là, j'avais besoin d'écrire avec des couleurs, donc je choisissais plein de stylos de couleurs, je faisais des dessins, j'avais besoin de remettre de la vie à ce moment-là, des listes, je me suis fait les choses que j'aimerais faire à l'avenir, les choses qui sont importantes pour moi. Voilà, j'ai essayé de faire aussi des points avec moi-même et de les écrire pour m'en souvenir. La pratique d'écrire donc dans un journal a de nombreux bénéfices. Je vous cite une seule étude parmi des centaines. Une en 2018 qui a montré qu'écrire un journal en ligne, donc c'est même pas avec... Moi, je préfère l'écriture manuelle, mais on peut le faire aussi sur son ordinateur. De faire pendant 12 semaines, ça avait fait baisser l'état d'anxiété des participants et surtout, ça avait augmenté leur bien-être général. Donc voilà, pour la première chose que moi j'ai faite tout de suite, à vous de jouer si ça peut vous aider. Et pour moi, on va être honnête, mon podcast est aussi parfois mon journal pas si intime qui m'aide à clarifier mes ressentis et à avancer. Donc en vrai, je voulais vous dire un grand merci
à vous d'être présent parce que vous m'aidez au quotidien par votre soutien et parce que ça me permet aussi de faire mon petit travail sur moi-même grâce à ce podcast. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'ai téléchargé une application de méditation. J'ai payé, je l'ai acheté, je crois qu'on n'est pas obligé, il y a des applications avec pas accès à tout qui sont gratuites, ou sinon il y a des méditations sur YouTube qui sont en accès gratuit. Moi j'avais toujours voulu apprendre à méditer après mes passages dans les formations de yoga où on méditait tous les matins pendant 1 heure. Je trouvais ça dur, mais on était dans la forêt, dans la nature, c'était le matin à 6h du mat. Donc c'était quand même assez propice, j'avais du mal à le faire le soir surtout. Et donc avec 3 enfants en bas âge, vous l'avez bien compris, ça correspond pas du tout avec mon emploi du temps et ma fatigue de méditer le matin. Parce que dans les sphères du développement personnel, encore on entend que méditer, ça devrait être la première chose à faire pour se sentir mieux dès le matin. J'ai envie de dire oui, mais on fait comment quand on a des enfants qui dorment avec vous, voire sur vous, comme je vous le disais. Moi, c'est mon cas. Compliqué de me réveiller avant. On fait comment quand on n'a pas du tout une seule seconde à nous dès le réveil, parce que au vu de mon manque gigantesque de sommeil pour le moment, je ne pourrais pas me lever plus tôt pour méditer, donc tant que mes nuits sont si chaotiques, ça c'est clair. Mais j'ai quand même voulu me lancer sans me lever plus tôt, sans déranger mes enfants. Donc j'ai téléchargé l'application dont je vous parlais, qui est en anglais, parce que moi j'ai un rapport à la méditation qui est vraiment basé sur la langue anglaise. J'ai beaucoup plus de mal à me laisser aller en français, bizarrement, donc chacun ses petits trucs. Et donc j'écoute tous les jours ma méditation. C'est une méditation qui dure 7 minutes et qui prend un thème particulier et qui essaye de faire voir les choses d'une manière un peu différente. Et j'ai pris le parti de le faire avec mes filles, en fait, quand on descend pour petit déjeuner. Donc c'est en anglais, comme je vous disais, elles comprennent pas très bien, mais c'est pas grave. Par contre, on le fait. Je suis pas tranquille. Clairement, c'est pas aussi efficace. Pour l'instant, c'est le seul moment et la seule façon que j'ai trouvé de le faire. Et je me dis que quand même, commencer ma journée avec un mini temps pour moi et elles autour de moi, tant pis, qui vivent leur vie d'enfant, qui boivent leur biberon, qui demandent 150 fois maman, ça me fait du bien. Et je leur ai expliqué ce que je faisais, ce que c'était. Et surtout, il y a plusieurs moments dans ces méditations, on doit faire des respirations. Donc on le fait ensemble, je leur explique, je leur montre ce qu'on fait pendant le temps d'écoute. Alors parfois quand c'est trop galère, je prends mes écouteurs, j'en mets un seul dans mes oreilles et comme plein de parents, je suis multitâche. Ça m'arrive aussi de le faire avant de dormir, mais j'ai beaucoup plus de mal à le faire. Je sais que je suis une fille du matin pour ce type d'exercice et je pense que la méditation du soir, elle est plus complexe parce qu'on a beaucoup de choses dans la tête. Limite, elle serait plus importante pour faire le tri et un peu éliminer toutes ces pensées difficiles. Ou en tout cas réussir à s'apaiser. Je fais parfois de la cohérence cardiaque ou la respiration de Tim Wolf. Je ne sais pas si vous connaissez, je crois qu'il est norvégien si je ne me trompe pas. Et lui, c'est un spécialiste d'aller se baigner dans les eaux gelées et de faire la respiration pour chauffer son corps avant. Et il a des méditations et des respirations comme ça en cohérence cardiaque sur YouTube en gratuit. C'est vraiment pas mal. Ensuite, la troisième chose que j'ai faite, et ce ne sera pas une surprise, c'est d'écouter des podcasts sur les relations intimes personnelles, sur l'amélioration de la santé mentale et lire des livres. Donc, j'en ai écouté pendant des heures des podcasts et j'ai lu beaucoup de livres. Je pense que j'ai dû quasiment écouter tous les épisodes du podcast de Jay Shetty, qui s'appelle On Purpose. C'est en anglais. Jay Shetty, il est anglais, lui. Il vit aux États-Unis. Il a mon âge, il a à peu près 34 ans. Et c'est un ancien moine bouddhiste, si vous ne le connaissez pas. Il parle énormément des relations humaines et intimes dans ses podcasts, et je trouve qu'ils sont vraiment fascinants, très accessibles. Si vous comprenez plutôt bien l'anglais, il a un épisode, je crois le mardi, un épisode le vendredi. Donc le mardi, c'est lui qui parle et qui explique des tips, des astuces sur des thèmes très précis, des relations interpersonnelles intimes et la santé mentale. Et le vendredi, il interviewe quelqu'un. Franchement, c'est toujours passionnant. Son podcast, donc, il se focalise énormément sur la santé mentale et comment en prendre soin. Mon seul point négatif, et ce ne sera pas une surprise pour vous, c'est qu'il n'est pas parent, il n'a pas d'enfant. Et je pense que donc parfois c'est une dimension importante qui manque à son approche. Mais sincèrement, ces podcasts ont été un vrai révélateur pour moi. Et c'est un petit rituel d'écouter tous les 2 fois par semaine les podcasts qui sortent. Ça fait 3 ans qu'il a sorti son podcast, donc il y a des centaines d'épisodes. Sincèrement, je
Je vous encourage, c'est très intéressant et particulièrement important quand on vit une phase difficile parce que c'est un moment réel d'introspection, d'aller comprendre des choses sur soi. Et je trouve que ces podcasts sont pertinents sur ce sujet. Un autre podcast qui est en français que j'ai découvert qui s'appelle Deuxième Vie de Fab Florent, avec qui d'ailleurs j'avais fait un épisode il y a 2 ans. Un épisode croisé sur la prématurité de parents, avec des parents, et avec Maï Roy, qui a aussi été mon invitée, qui a réalisé le film Les Rivières sur les relations intergénérationnelles entre sa grand-mère, sa mère, elle, sa fille, son fils, très intéressant. Et donc dans Deuxième Vie, ils y parlent tous les deux de leur deuxième vie après la séparation, et j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'est une dizaine d'épisodes où ils échangent ensemble. Bon, j'ai aussi beaucoup échangé avec Maï par texto. Merci beaucoup Maï si tu passes par là. Donc en fonction de la période difficile que vous traversez, c'est pas forcément la même que la mienne, ça peut être n'importe quoi. Franchement, trouvez un thème de podcast qui vous correspond pour apprendre et mieux vous connaître. Il y en a des centaines et des milliers. C'est ça qui fait la beauté du podcast, c'est qu'on trouve une niche et qu'on peut aller se plonger dans ça. Si vous vivez un deuil périnatal, voilà, il y a le podcast Au revoir podcast. Si vos enfants sont différents, il y a des podcasts autour de la différence. Vous vivez une séparation, je crois qu'il y a aussi le podcast et que vous avez une deuxième vie avec une autre famille, Cool Step Family, en français. J'essaye de trouver autour des familles, là, de mémoire, de tête, pardon si j'en oublie. Mais il y a toujours, je trouve, un podcast sur un thème précis pour aller essayer de s'ouvrir, d'avoir d'autres visions, d'autres horizons. Très important, je trouve. Voilà pourquoi j'adore le podcast. J'espère que j'arrive à faire ça pour vous. Ensuite, donc je disais, j'ai lu des livres. Pour moi, les livres, ils ont été essentiels. Pendant les premières semaines, j'ai quasiment pas du tout été sur les réseaux sociaux. Ça me coûtait trop d'énergie, c'était trop difficile. Donc l'avantage, c'est que j'avais du temps qui s'était libéré pour lire. J'ai donc commencé par un livre qui s'appelle, sur le cerveau, en anglais, qui s'appelle The 7 Neuroscience Secrets of Feeling Good, Based on Your Brain Type. Donc, il n'est pas traduit en français, ce livre, c'est pour ça que je vous le donne en anglais. C'est les 7 secrets en neurosciences de comment se sentir bien, basé sur le type de votre cerveau. C'est écrit par le docteur Daniel Amen, un psychiatre neuroscientifique. Et d'ailleurs, il a un compte Instagram, il a des millions de followers, franchement, très intéressant ce qu'il fait comme travail. Et donc, il y parle des différents types de cerveaux qui existent. Je crois qu'il en nomme 5 principaux, et après, il y a des combinaisons, donc il y en a 11 à peu près. Je crois que moi, je suis le type 11. Il a un test qu'on peut faire en ligne, je vous recommande, c'est assez intéressant. Ça prend une dizaine de minutes de répondre à toutes ces questions, c'est en anglais. Et donc, dans ce livre, il parle donc de ces 7 secrets et il demande de faire des exercices que j'ai fait dans mon journal intime pour faire un peu le point où on en est dans sa vie, les carences qu'on pourrait avoir dans nos relations, dans la nutrition, sur plein d'aspects différents. Et donc, il parle quand même beaucoup de nutrition pour nourrir son cerveau en fonction donc de son type de cerveau et de l'impact des carences que ça peut avoir sur notre cerveau. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que il parle de magnésium, de vitamine D, des GABA, vous irez voir du safran, des plantes millionnaires peut-être, qui sont là depuis des milliers d'années et qui sont très efficaces sur le cerveau. J'ai trouvé vraiment passionnant ce livre parce que, encore une fois, c'est un moyen de faire un point sur nous-mêmes, une introspection. Et j'ai appliqué un petit truc qu'il donne tous les jours. Lui, tous les matins, il se dit, aujourd'hui, ça va être une belle journée. Tous les matins, il habitue son cerveau à penser cette phrase et à l'intégrer de manière positive. Et tous les soirs avant de dormir, il se dit et se pose la question, qu'est-ce qui a été positif ? Même quand cette journée a été atroce, et je le fais tous les jours. Et il y a toujours un moment qui a été beau. Il y a toujours un moment qui nous a fait du bien. Même si minime, si infime qu'il soit, il est là ce moment et il faut s'en souvenir. Et c'est un exercice d'ailleurs que je fais avec mes enfants, ma grande, parce que mes 2 autres sont un peu petites, mais avec Ella, la plupart du temps le soir, je prends le temps de dire qu'est-ce que t'as préféré aujourd'hui, qu'est-ce que t'as pas aimé. Et je commence toujours moi par y répondre parce qu'elle a toujours du mal à trouver, elle a que 5 ans. Mais ça lui permet d'essayer de réfléchir à sa journée et moi ça lui permet aussi d'apprendre un petit peu des trucs sur sa journée. Donc vraiment c'est un super exercice pour tenter d'aider notre cerveau à voir le positif et ne pas
à ne pas sombrer dans le négatif en permanence. Et c'est une gymnastique dont on prend l'habitude en fait au fur et à mesure. C'est très chouette. Je vous avoue qu'il y a certains matins, j'ai beaucoup de mal à me dire que la journée va être une belle journée quand mes filles sont déjà sur moi en train de pleurer, demander maman, et que j'ai pas eu le temps de faire on respire. Mais j'essaye. J'ai aussi lu un deuxième livre qui s'appelle Conscious Uncoupling, qui a été une véritable bouée de sauvetage pour moi au début, pour m'aider à comprendre ce que je pouvais ressentir. Il a été écrit par la psychologue Catherine Woodward. Il est en français ce livre si vous le cherchez. Je l'ai lu en anglais. Je vous en parlerai peut-être dans un prochain épisode. Ce concept, il a été rendu célèbre par Gwyneth Paltrow et Chris Martin au moment de leur séparation, pour parler d'une séparation qui se fait en douceur et tranquillement, qu'on soit d'accord ou non, que ce soit un choix ou non. Et donc, c'est une façon de faire aussi, encore une fois, un travail sur soi-même très intéressant. Voilà pour les livres qui m'ont marqué. J'en ai lu d'autres, mais je vous parle des plus importants. La 4e chose que j'ai fait, c'est sortir, bouger, faire du vélo, du sport. Je sais pas si vous vous souvenez, mais en avril dernier, j'avais lancé le challenge 75 jours pour bouger, parce que j'en avais marre d'être sédentaire. J'avais besoin de retrouver du mouvement. Et je m'y suis tenue pendant une longue période. Et ce que j'ai gardé de ce challenge, c'est d'emmener mes enfants à l'école ou à la crèche à vélo. Je m'y tiens quasiment tous les jours. Au moins, je me dis que si je suis restée une journée entière à rien faire, c'est pas grave. J'aurais un peu bougé. Parce que oui, il y a des jours, très honnêtement, où je suis incapable de travailler, de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Il y a des jours où j'ai un regain d'énergie et ça va mieux. Pour celles et ceux qui vivent des choses difficiles, vous savez que rien n'est linéaire quand on vit une expérience très dure ou traumatisante. Ça vous vide de votre énergie. Ça vous empêche d'être à 100%, donc aucune culpabilité si vous n'êtes pour l'instant pas capable de faire quoi que ce soit. En revanche, moi, je me suis rendu compte que dès que je faisais du sport, j'allais beaucoup mieux d'un coup. Voilà, les effets des hormones immédiats sur mon corps. Donc, j'utilise le studio Témé, qui a été fondé par une amie, Ludivine, qui est un studio en ligne où on peut faire des cours qui sont très chouettes. Mais après, il n'y a pas besoin de payer pour faire du sport, du vélo, marcher, vraiment sortir. Maintenant, c'est vraiment devenu automatique pour moi. Quasiment, dès que je suis dans le dur, je sors marcher. Et surtout, j'essaye d'aller dans la forêt pour emmagasiner l'effet apaisant des arbres. Ou alors, je m'oblige à aller en vélo, faire des courses ou autre. Mais en tout cas, il se passe pas une journée sans que je sorte. Même si en ce moment, par exemple, il pleut beaucoup, tant pis, je m'habille et je sors. Je prends je ne prends plus la voiture pour aller en ville, par exemple. J'habite à 5 km de Bordeaux. J'y vais seulement en vélo. J'ai la chance d'avoir un vélo électrique, c'est sûr que ça aide, mais j'y vais parfois sans le vélo électrique. Je me suis imposé cette règle pour ma santé mentale, vraiment. Et je sais aussi que c'est bon pour la planète. Mais je mets autant de temps qu'en voiture, parce que j'ai pas besoin de me galérer dans les embouteillages. Et pas besoin de me galérer pour me garer. Voilà, aujourd'hui, c'était vraiment important pour moi de parler, de faire du sport et de se bouger, de continuer ce challenge, 75 jours pour bouger. Allez-y, je vous encourage. Vous regretterez jamais de vous être bougé. C'est impossible. Je vous parle pas d'aller vous faire mal, je vous parle juste de vous aérer l'esprit. Voilà, moi aujourd'hui, mon objectif, c'est de trouver une activité physique en dehors de chez moi pour pouvoir voir du monde et sortir un peu de ma bulle, parce que comme je travaille depuis la maison, que j'ai mes enfants quasiment tout le temps, peu d'espace pour rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est un de mes objectifs et c'est en cours et ça fait du bien. Voilà. La dernière chose que j'ai faite, la 5e chose, elle est primordiale. J'en parle en dernier, mais elle est primordiale. C'est se reconnecter à sa famille, ses amis et la reconnexion à soi-même, à sa famille, ses amis. Et donc, ça passe par de la thérapie, par aller voir un médecin. C'est la dernière chose et sûrement une des plus importantes dont je vous parle, la reconnexion à moi-même et à mon entourage. On est des êtres sociaux et nos cerveaux, ils sont formatés pour le contact humain et le sentiment d'appartenance. Donc, dans des moments aussi complexes, le cerveau, il est en demande plus de ses semblables et d'avoir cette proximité et ce soutien. Premièrement, moi, je le dis, dans cette période, c'est ma sœur qui a été ma plus grande aide. Dans les moments aussi difficiles, avoir un entourage solide, vraiment, c'est un privilège et je les en remercie. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance, tout le monde n'a pas quelqu'un d'aussi proche. Et vraiment, ma sœur, ça a été mon rock. Merci Eva. Et plus largement, ma famille, mon père et ma mère qui sont vraiment mobilisés comme toujours. Même mes cousins, cousines, voilà, j'ai une grande famille et je suis très chanceuse de ce point de vue-là. Et en fait, c'est marrant parce qu'en y réfléchissant, ça fait maintenant plusieurs semaines, cette épreuve que je traverse, je l'avais aussi un peu comme une matrescence. Ça m'a obligée à me demander qui j'étais maintenant. Par exemple, je savais que j'avais négligé mes amitiés en devenant mère. Et là, au moins, me tourner vers elles, ça a été une évidence.
Et elles ont été formidables. Donc merci les filles, merci de m'avoir hébergée, de m'avoir écouté me plaindre, de m'avoir écouté être triste, de m'avoir fait rire, de m'avoir soutenue, d'avoir pris de mes nouvelles quotidiennement pour pas que je sombre. Je sais que vous vous reconnaîtrez si vous écoutez cet épisode. J'ai aussi une chance immense, c'est que j'ai une amie qui est médecin traitant et qui m'a tout de suite suivie. Et je pense que c'est très important quand on vit quelque chose de dur. Ça arrive en dernier, ce que je dis là, mais surtout si vous allez mal, allez consulter un ou une médecin à la hauteur. Tout le monde n'est pas capable d'être à la hauteur d'un événement comme ça dans le corps médical. Je sais que tout le monde n'a pas le choix de choisir son médecin, mais vraiment c'est important. Donc merci Laura d'avoir été là. Il y a eu quelque chose aussi de fondamental dans toute cette expérience, c'est que j'ai choisi donc de partir pendant 9 jours à l'étranger. J'avais besoin d'aller respirer ailleurs. Donc je ne vous dis pas et vous encourage pas d'aller prendre un billet qui coûte beaucoup d'argent pour aller à l'autre bout du monde, mais simplement changer d'air, aller chez une amie, aller chez votre cousine, votre sœur, un ami, un collègue, je sais pas, pour vous laisser le temps de vous retrouver, c'est vraiment important. Je sais que c'est dur. C'est très dur parce que voilà, moi je suis partie sur un autre continent et ça voulait dire laisser mes enfants, mes filles pendant un long moment et je l'avais jamais fait. Mais c'est nécessaire et j'en avais vraiment besoin. Il m'a fallu 3 enfants pour comprendre ce concept dont on parle tant. Si je vais bien, elles iront forcément mieux. Comment j'ai fonctionné, c'est que je leur ai laissé des mots tous les jours avec des cœurs numérotés pour leur expliquer quand je rentrerai. Alors évidemment, ça a très bien marché avec ma fille de 5 ans, plus compliqué pour ma fille de 2 ans et ma fille de 9 mois. Mais j'ai appelé quasiment à la même heure tous les jours pour qu'il y ait une régularité. Et c'est très important aussi, évidemment, j'étais en confiance parce qu'elles étaient très bien avec leur papa. Ce voyage dans le froid du Minnesota, ça m'a bien reconnecté à des parties de moi que j'avais oubliées en fait. Ça n'a pas été toujours rose de ces 8 jours, même si ça m'a redonné énormément de confiance en moi. Simplement, pourquoi ça n'a pas été facile ? Parce que d'un coup, et ça tout parent pourra comprendre, quand tu as du temps pour toi et de l'espace mental pour penser, parce que tu n'as plus à t'occuper d'autres êtres humains, y a un silence qui s'installe et là, les pensées que tu ne voulais pas avoir, elles ont le temps d'émerger. Et donc, tu peux laisser aller aussi à ta tristesse, à la difficulté, à prendre le temps de réaliser ce qui se passe, en fait. Parce que c'est toute la difficulté d'être parent et de devoir faire un deuil, entre guillemets, parce que chacun définit comment il le vit, mais ça peut être vécu comme un deuil, une chose traumatisante. Et quand on est parent, souvent, on n'a même pas le temps de faire ça. On n'a pas le temps d'avoir ce deuil, on n'a pas le temps d'avoir les étapes parce qu'on a nos enfants et on a un quotidien à gérer. Et malheureusement, on en a besoin de faire ça. Donc je suis très heureuse d'y être allée, d'avoir été si bien entourée par ma famille de cœur à Minneapolis. Je précise juste pour le contexte, c'est une famille avec qui j'ai vécu quand j'avais 17 ans, qui a changé ma vie, qui a impulsé ce podcast à Matrescence et qui, par exemple, m'a fait découvrir l'accouchement à la maison. Donc ce sont des gens à qui je parle toutes les semaines depuis 17 ans, qui sont très très importants pour moi et j'y avais pas été depuis 4 ans et demi. Donc c'était aussi important pour ça, pour moi d'y aller. J'ai fait des choses ouf, je suis sortie de ma zone de confort en allant baigner dans un lac gelé à 1 degré. Ça m'a donné une énergie folle, ça m'a, ce que je disais, redonné confiance. Donc n'hésitez pas aussi à faire ce genre de choses, faire des choses que vous n'auriez jamais fait autrement. Ça fait du bien. Ça n'a pas du tout réglé, loin de là. Mais ça m'a montré que la femme que je suis, sans enfant, sans tous les titres qui me définissent, qui nous mettent dans des boîtes, elle était encore là, cachée quelque part, mais que j'étais en train de lui refaire de la place pour remonter. Donc je vous recommande plus. Je recommande sincèrement de pouvoir vous éloigner du chaos. Si vous en avez la possibilité, dès que vous le pouvez, c'est vraiment essentiel. Dernière chose, quand je parle de connexion dans ce 5e outil, je parle aussi évidemment du travail psy que j'ai entamé. J'y vais 1 fois par semaine, c'est essentiel à ma guérison. J'ai trouvé une perle rare et c'est un grand soulagement d'avoir une psychologue aussi bien formée et avec qui ça match. Voilà, c'est pas facile de trouver ça. Je sais que c'est un investissement financier, que tout le monde ne peut pas se le permettre. J'en ai bien conscience, j'espère qu'un jour ça changera. Je sais aussi qu'il y a quelques séances de remboursées désormais. Mais c'est pas suffisant quand on a besoin d'y aller 1 fois par semaine, évidemment. Voilà. Pour les 5 tips, je vous le récapitule. La première, écrire dans un journal. La deuxième, méditer quand on peut, ou en tout cas essayer de respirer. Ma psy m'a dit que j'étais tout le temps en apnée, qu'il faut que je respire. Je le sais, c'est plus dur à faire qu'on ne le pense. J'ai écouté beaucoup de podcasts, lu des livres sur ma problématique
très important. Allez-y, n'hésitez pas. J'ai bougé, fait du sport, je suis sortie dehors, je suis allée dans la nature pour respirer, encore une fois. Et je me suis reconnectée à moi-même et surtout aux autres, à mon entourage, et de plusieurs façons différentes que je viens d'évoquer. Je vous laisse en vous souhaitant de merveilleuses fêtes, mais surtout en vous souhaitant d'avoir la possibilité de vous reconnecter à vous-même pour ne pas vous perdre. Si vous avez écouté cet épisode, c'est certainement que vous vivez des événements similaires, ou en tout cas vous cherchez des solutions, ou que ça vous intrigue. Malheureusement, j'ai pas la solution miracle, mais j'ai essayé de trouver ce qui marchait le mieux pour moi. Et ce que m'a dit ma psy à ma première séance et qui m'a beaucoup accompagnée, et j'y pense très souvent, elle m'a dit maintenant, il s'agit de remplir votre boîte à plus, donc faites tout ce qui vous fait du bien. C'est tout ce que je vous souhaite. Merci d'avoir été aussi enthousiaste depuis la reprise. Les audiences sont au top. Vous êtes de plus en plus nombreux à revenir, à écouter, bien plus nombreux même qu'avant que j'arrête, pour avoir eu un 3e bébé. En attendant, je vous souhaite un truc, prenez soin de vous et je le pense sincèrement, à l'année prochaine.